Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on a choisi une thématique qui va vous parler, qui est l'industrie 4.0. On entend souvent parler de digitalisation, d'industrie 4.0, d'industrie du futur, et on donne souvent des conférences sur ces thématiques-là, qui sont des thématiques clés et qui sont tout à fait d'actualité. Alors aujourd'hui, on va tenter de répondre à des questions clés assez simples, en rentrant au maximum dans le détail de ces réponses-là et de ces questions-là, pour vous donner des clés pour développer des stratégies autour de l'industrie 4.0. Tout d'abord, qui sommes-nous? Alors, moi, je suis un ancien de chez Google, directeur marketing à Sydney en Australie. Je représente aujourd'hui groupe VIP 360 au travers de ses différentes marques, notamment VIP Studio 360 ici, qui crée des expériences immersives, VR, réalité virtuelle, visite 360 interactive pour l'industrie et d'autres typologies de clients. Par rapport à ça, on a plus de 8 années d'expérience dans ce domaine-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va vous parler en particulier des contenus et surtout des contenus immersifs. Plus de 1600 projets réalisés au travers de ces 8 dernières années, ce qui fait une moyenne de 200 projets annuels. Donc, c'est un sujet qu'on connaît et on a assez de data cumulée pour vous donner aujourd'hui des clés qui marchent et qui ont un vrai aspect héroïste. 100% made in France puisque tout est créé ici, dans nos locaux, à Sophia Antipolis. Donc, c'est ici que nous sommes aujourd'hui et nous représentons un nombre de bureaux assez conséquent puisque nous avons plus de 27 franchises aujourd'hui en France et en Suisse au travers de nos franchisés indépendants qui commercialisent nos solutions produites ici à Sophia Antipolis. Quelques clients clés, pour n'en citer que certains, puisque la plupart de nos clients sont sites Céveso, Secret Défense, ou en tout cas ne peuvent pas être cités car nous sommes sous NDA, mais pour en citer quelques-uns que l'on voit sur cet écran, et bien entendu cette présentation sera disponible pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à nous faire un mail à marketing@groupe-du6vip360.com ou encore directement en commentaire sur Facebook avec votre email à vous et nous pourrons directement vous envoyer cette présentation. Quelques clients, donc je le disais, avec des clients clés type Schneider Electric, qui est l'un de nos clients historiques en termes d'industrie, FH Construction, Toshiba, le groupe roulier, Enedis, Triskalia, Nokia, Safran ou encore Cargill. Et comme je vous l'ai dit, j'en cite peu puisque nous pouvons en citer que certains par rapport à des accords de confidentialité qu'on aurait avec ces clients-là. Maintenant, l'industrie, c'est un thème assez large, assez générique, qu'on va voir de la manière suivante. Quel type de contenu, comment, combien, à quel moment, et surtout quelle expérience je dois mettre en avant pour réussir ma transformation. Alors d'ailleurs, par rapport à ça, on connaît plusieurs types de solutions, telles que la réalité virtuelle, la visite virtuelle, la vidéo 360, le digital. Donc il y a beaucoup de choses, mais laquelle choisir et laquelle est le plus adapté? Alors, c'est une question intéressante puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Tout va dépendre de votre problématique. Quand on va accompagner aujourd'hui des clients dans l'industrie, on va avoir deux typologies de problématiques. La première, on va l'appeler marketing, puisqu'elle va être liée à « je veux faire connaître mon usine », « je veux montrer mon processus de fabrication », « je veux éviter d'avoir des visites intempestives dans mon usine avec des prospects et des clients », je veux plutôt leur emmener l'usine et leur faire visiter ça de manière digitale. Ça va contrebalancer certaines problématiques techniques quand on fait venir des personnes sur des sites où cela nécessite d'avoir toute une prévention risque sur le port des surchaussures, des casques, etc. C'est beaucoup plus simple de faire visiter grâce notamment à de la réalité virtuelle dans des fameux casques où on va pouvoir faire visiter l'usine. Donc ça, c'est tout ce qu'on va reprendre dans la thématique marketing. Gestion, augmentation des leads, transformation, etc. Mais on a une deuxième problématique qui va être la formation. Et la formation, elle est aussi à son tour très large puisqu'elle peut être je veux onboarder ce qu'on appelle les newcomers, donc les nouveaux entrants dans la société. Je veux mieux former ou mieux prévenir des risques mes salariés en place sur des modules incendie, sur des modules d'attaque terrorisme, sur une meilleure compréhension de la chaîne de production globale pour que tout le monde fasse son travail de manière plus efficace et efficiente. Donc ces deux thématiques-là, marketing et formation, sont les deux thématiques clés qu'on va traiter au travers de différents contenus, différentes solutions, différents types de solutions. La réalité virtuelle qui, elle, représente toutes les solutions immersives à 360, qu'elles soient vidéo 360 ou visite 360, dans des casques, comme on peut le voir ici, de réalité virtuelle. Alors, une petite chose importante là-dessus, on a très souvent vulgarisé les casques à des casques qu'on doit brancher à des ordinateurs, des solutions complexes, longues à mettre en place, très coûteuses. Aujourd'hui, on le verra au travers des différentes autres questions auxquelles on va répondre ce soir, mais on n'est plus du tout dans des solutions très coûteuses, on n'est plus du tout dans des solutions complexes
que l'on doit brancher des ordinateurs. Au contraire, on rentre dans des solutions nomades et dans une utilisation de ces solutions beaucoup plus simple. Maintenant, la visite virtuelle qui, elle, va être le fait de pouvoir visiter un lieu. Et là, je vais mettre un petit bémol sur le point. Visiter un lieu pour visiter un lieu, c'est ce qu'on appelle un gadget et c'est ce vers quoi vous ne voulez pas tendre. Au contraire, quand vous faites de la visite virtuelle, ce qui est important pour vous, c'est justement d'ajouter du contenu, d'ajouter des points d'interaction pour que l'utilisateur ait les réponses aux questions qu'il se pose et que votre visite virtuelle réponde à un besoin. La vidéo 360, elle, tout est en mouvement, tout est à 360 degrés en vidéo, ce qui veut dire qu'on a un temps donné, on n'est pas sur un support qui peut être consulté autant de temps qu'on le souhaite, on a vraiment un temps donné sur la vidéo. On reviendra éventuellement sur le sujet, et je suis libre de répondre à toutes ces questions-là sans problème, mais la vidéo aujourd'hui pose quelques soucis, notamment sur le matériel pour la captation et sur le mode de diffusion qui nécessite une connexion assez puissante. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va rarement sur des supports comme la vidéo 360, sauf quand on a vraiment des actions à mettre en avant, et là on rentre sur une technologie hybride, qui n'est pas citée dans ce PowerPoint, mais qui est intéressante aussi, qui est la vidéo de la visite 360 avec vidéo intégrée. Digital learning, c'est l'autre sujet. On est sur le sujet, justement, on le disait tout à l'heure, du e-learning, du digital learning, des modules de formation. Ce sont ces contenus-là remis pour faire de la formation. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail, sur la formation, on va pouvoir faire du SCORM. Le SCORM, c'est quoi? C'est avoir un module qui soit validant, diplômant pour une industrie. Et ça peut être important quand vous avez des salariés qui doivent monter en compétences et qu'on va valoriser ces compétences-là au travers de modules validants. Maintenant, ces contenus-là peuvent être déployés sur ces différentes solutions-là de manière complètement sur mesure et qui doivent répondre justement à vos problématiques. Donc, que choisir? Il n'y a pas de bonne réponse. C'est surtout quelles sont les problématiques et quelle sera la meilleure solution qu'on adaptera à cette problématique. Donc, on le disait, c'est pour revenir sur quelques stats, c'est ce que tu voulais dire, Robin. La réalité virtuelle, la visite virtuelle, la vidéo 360, le digital learning, que choisir? On a quelques éléments clés en termes de statistiques qui sont intéressantes à voir, notamment le fait que sur des supports 360, et là, on va revenir sur un élément pour ceux qui voient différentes de nos vidéos, revoient régulièrement, puisque je suis un fervent fan de ce concept, le fameux contenu pull et le contenu push. Sur une vidéo standard, je vais être sur un contenu push. Ça veut dire que pour mon audience, je vais lui transférer un contenu et c'est lui qui va regarder ce que je veux qu'il regarde. Un contenu pull, ce qui est le cas pour ces supports 360, c'est mon audience qui elle-même va aller dans le support que je leur donne et va récupérer son information. Le fait qu'elle récupère elle-même cette information sans que je lui y oblige et qu'elle fasse le parcours qu'elle souhaite, va nous emmener sur des taux de rétention d'information bien meilleurs. 75 à 100%. Ce qui est énorme, mais ce qui est surtout le fait que, vu que moi, je vais récupérer des contenus, je les fais avec ma volonté, avec l'envie, avec l'intention, et de ce fait, je retiens mieux les informations que j'ai pu récupérer moi-même, versus de l'information qu'on m'aurait pushée. 41% des investissements industriels mondiaux sont dédiés à l'usine du futur. Alors, il y a la partie usine du futur, proprement parlée sur les machines, mais il y a aussi l'usine du futur sur le côté digital. On essaye de digitaliser de plus en plus les usines. Il y a savoir-faire et faire savoir, et ça fait partie aussi de ces investissements. Donc, si vous n'êtes pas dans cette démarche de transition digitale au travers de digitalisation de votre usine, sachez que ce sont des éléments qui sont aujourd'hui, qui font partie vraiment des investissements clés des grosses industries. Le temps d'attention d'une solution 360, de manière générale, visite virtuelle, vidéo 360 ou autre, passe de 30 secondes sur un support classique à 3 minutes 30, grosso modo 3 minutes 30 sur des supports 360. Pourquoi? Simplement, encore une fois, puisque l'utilisateur peut lui-même créer son parcours, avancer dans la solution, récupérer de la data, de l'information, plutôt que je vais lui pusher un contenu, il clique sur play, il attend, et après il décroche. Là, on est vraiment sur des contenus immersifs qui donne envie à l'utilisateur d'aller récupérer de l'information. Donc on a ce côté envie et ce côté libre, liberté, et le fait que lui-même ait cette liberté d'aller récupérer les contenus qu'il souhaite et de faire le parcours qu'il souhaite, qui va répondre justement à son besoin à cet instant T, va nous donner une rétention d'information meilleure, un temps de consultation meilleur, et donc du coup une meilleure conversion. Et la conversion, c'est ce que vous cherchez tous, puisque
Elle peut être rétention d'informations ou alors nouveaux prospects, nouvelles ventes, augmentation du chiffre d'affaires, etc. D'ailleurs, par rapport à toutes ces solutions, comment déjà les mettre en place et combien de temps ça prend et combien ça coûte? Alors, c'est une question auquel on va répondre de manière assez simple. Il y a 3 points clés qu'on va identifier quand on va créer une opération de contenu immersif. La première, c'est la définition de la cible. Ce qu'on va appeler le persona, pour les personnes qui parlent un peu le marketing, c'est définir quelle va être mon audience, qui va regarder ce support. Et ça, c'est très important puisque il ne faut pas faire d'erreur dans la définition de ce pour qui et pourquoi on va créer ce contenu. Si vous le faites pour une cible potentiellement de prospects, le discours qu'on va y intégrer, la scénarisation, le storytelling ne va pas du tout être le même que si vous le faites pour de l'interne et pour faire adopter aux salariés en place la transition digitale de l'usine. C'est totalement différent, les contenus seront différents, la façon de scénariser la solution sera différente. Donc ça, c'est la première chose à faire. Je dois définir ma cible. Ensuite, je dois pouvoir mesurer et avoir des objectifs mesurables par rapport à la solution que je veux mettre en place. Mesurable sur quoi? Sur des objectifs qu'on se fixe, sur un budget qu'on va dépenser pour créer une solution. C'est important toujours de définir un budget, étant donné qu'on est sur des solutions sur mesure. Le fait d'être sur du sur-mesure, on peut faire des solutions à 1000, à 10 000, à 100 000, à 1 million d'euros. Maintenant, c'est quel degré d'importance je vais mettre sur cette solution-là, donc quel budget je vais y adjoindre, et quelle sera la solution la plus pertinente dans mon budget pour répondre à cette cible-là et à mon objectif. Et le dernier point, c'est le côté évolutif. C'est très important quand on met en place une solution comme celle-ci, surtout dans l'industrie, d'avoir une solution qui soit évolutive dans le temps, qu'elle soit non obsolète dans les 6 mois qui viennent. Les normes changent régulièrement, les codes du marketing changent régulièrement. Si vous n'avez pas la capacité, quand vous déployez un contenu, de faire évoluer ce contenu par rapport au retour de vos clients, au retour de vos salariés, à la mode, aux tendances, etc., c'est un contenu qui sera obsolète très rapidement. Donc c'est important d'avoir des solutions qui puissent être modulables et modulées dans le temps. Quelles sont les étapes de mise en place des solutions à 360 degrés? Donc là, on va le voir sur la slide suivante. Il y a encore une fois 3 points que je définis toujours avec mes clients. Le premier, c'est quel est mon sujet? Pourquoi je crée cette opération? Faire du gadget aujourd'hui, ça ne se fait plus. On n'a plus de budget pour faire des tests. On a vraiment défini un sujet. Si on donne un exemple concret, j'ai besoin d'avoir une solution qui me permette d'éviter d'avoir des visites tous les jours avec des prospects, puisque je ne peux pas me permettre d'avoir ces prospects-là sur ma chaîne de production. Ça enlève de la productivité à mes employés. Et surtout, il y a un risque à chaque fois, puisqu'on est sur un site qui est jugé dangereux. Donc, j'ai besoin d'une solution qui permette de faire visiter mon usine, soit à distance, soit sur place, sans qu'il se déplace dans l'usine. Donc, j'ai mon sujet qui est défini. Ensuite, je vais définir un budget. J'ai 5K € de budget, par exemple, pour mettre en place cette opération. Pourquoi le client doit toujours définir un budget en amont? Puisque, comme je le disais juste avant, on peut créer des solutions à 5K €, 50K € ou 500K € sans souci. La chose est la suivante, si j'ai 500K € de budget, je vais pouvoir mettre en place certaines technologies, certaines options qui vont faire sens tout de suite. Si j'ai 5K €, l'objectif, c'est que j'ai mon agence qui puisse me dire tout de suite, telle solution on oublie, puisque ça va monter très vite dans les prix, et ça ne va pas forcément répondre complètement à mon besoin. Donc c'est d'adapter la solution par rapport à mon sujet, à la définition de mon budget, et un dernier point qui est primordial, quel est le délai pour la réalisation d'une solution comme celle-ci? Par rapport à ça, on a des clients qui parfois vont sur un salon X ou Y, le CIRA ou autre, et ont besoin d'une solution. Si c'est un mois à l'avance, est-ce qu'on a cette capacité de production d'une grosse solution de 500K € ou pas? Est-ce que si c'est 6 mois à l'avance sur 500K € ou 50K € ou 5K €, j'ai la capacité de le faire? C'est important. Donc c'est toujours définir ces éléments-là. Sinon, on va à tâtons et on arrive sur des solutions où on ne sait pas vraiment où on va. Et l'idée, c'est d'avoir une agence qui puisse vous conseiller sur la solution par rapport à ces 3 piliers-là quand on va créer un contenu. Si vous l'internalisez et que vous souhaitez le mettre en place vous-même, c'est toujours important de le mettre en place. La définition du budget ne va pas être sur du budget monétaire, elle va être sur du temps passé, auquel cas il faut que vous arriviez à définir le temps que vous souhaitez passer sur une opération comme celle-ci. Pourquoi on va définir ça? Puisque derrière, forcément, quand on va se fixer des objectifs, on va se dire, telle solution, mon retour sur investissement, ROI, ou Return on Information, retour sur information, sera bon à partir du moment où j'aurai eu tant de visites sur cet espace digital, peu importe comment on l'appelle.
Donc, sans ces éléments-là, on ne peut pas définir d'objectif, on ne peut pas créer de projet et on ne peut pas adapter une solution à des contraintes et à une problématique. Et quelles sont les différentes réponses qu'apportent ces solutions, surtout dans le secteur de l'industrie? On l'a plus ou moins déjà expliqué en amont. C'est vrai que ça répond à beaucoup de demandes différentes. Chaque cas est unique, chaque problématique est spécifique, chaque industriel est différent. Donc, on va autant pouvoir répondre sur de la marque employeur où je vais avoir la capacité de faire du recrutement, de valoriser mes engagements environnementaux, sociétaux, mes valeurs, tous ces points-là qui vont faire du branding. Je vais avoir aussi, je le disais, des problématiques de formation. Comment je vais former, comment je vais évangéliser autour de la prévention, de la sécurité, etc. Pour ceux qui connaissent les termes, HSER, SEQSE, tous ces termes-là sur mes ports de surchaussures, mes bouchons d'oreilles, etc. Très important de respecter tous les process dans une industrie. Donc, on va avoir la capacité de créer des solutions qui vont évangéliser sur le respect de ces process. On va avoir aussi besoin de solutions pour valoriser l'usine, pour aller vendre les produits de l'usine, pour aller vendre une production du Made in France, par exemple, quand on va en Chine en disant voilà, ça c'est l'usine, c'est là où on produit, voilà la qualité de notre travail, voilà les machines qu'on utilise, voilà la chaîne de production, voilà la cadence qu'on peut déployer, etc. Toute cette histoire qui va autour de la finalité de la vente. Ce qui est important quand on met en place ces solutions, encore une fois, c'est de se dire, quand j'ai plusieurs usines, ce qui est le cas de beaucoup de nos clients aujourd'hui, est-ce que si je mets en place cette solution sur une usine, j'ai la capacité de scaler, de mettre à échelle, de le faire, de déployer sur d'autres usines une solution similaire? Est-ce que ça aura du sens? Et ça, c'est le premier point, quand on a différentes usines. Mais derrière, quand j'en ai qu'une, est-ce que une solution comme celle-ci, elle va m'apporter une plus-value dans le temps passé? Du coup, je passerai moins de temps pour former mes collaborateurs ou en tout cas pour vendre. Bah oui, puisque si on prend l'exemple de la prévention incendie, ou feu, ou alerte incendie, si j'ai un exercice physique réel, je vais avoir la totalité de mes salariés qui vont devoir sortir, aller sur la zone de rassemblement, etc. Si en revanche, on le fait légalement, puisque c'est une obligation 1, 2, 3, 4 fois dans l'année, on a cette capacité grâce à ce module de le refaire autant de fois qu'on le souhaite et de ne cibler que certains salariés, notamment les newcomers, etc. Donc on va pouvoir scaler et utiliser ça pour scaler auprès de nos salariés. Rétention d'informations, qui est le deuxième point. Je dois retenir un maximum d'informations, que ce soit sur de la formation. L'objectif, c'est bien entendu que j'arrive avec un niveau de formation de 3 sur 10 et que je reparte après un module comme celui-ci à 5, 6, 7, 8, 9, 10 de degré de rétention d'informations. Ou alors, sur de la vente, l'objectif, c'est que le prospect retienne les éléments clés qui vont différencier votre méthode de production, votre usine, votre produit final. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'objectif, c'est de ne pas être sur quelque chose qui va être obsolète rapidement et c'est d'avoir une solution qui soit évolutive dans le temps. Les solutions peuvent-elles être confidentielles et de quelle manière? Je pense que c'est aussi une question qui est assez importante pour les industriels parce qu'on le voit avec les clients qu'on a aujourd'hui par rapport à ça. Donc, de quelle manière elles peuvent être confidentielles? Tout à fait. Alors, c'est vrai que on a des clients qui veulent le montrer à l'extérieur, encore une fois, comme attraction de lead, sur du marketing, de la vente, etc. Et on a d'autres clients qui le gardent uniquement pour de l'interne et qui ont peur d'une première chose, c'est oui, et je veux pas que ce lien parte n'importe où. Je veux pas que ça se présente et que n'importe qui puisse avoir accès à ça. Alors, on a différents cas. Hein. Soit, effectivement, on peut l'intégrer sur une plateforme non référencée, ce qui est facile puisque du coup, seules les personnes qui ont accès à ce lien-là pourront aller la voir. Soit on va sur des éléments un peu plus confidentiels, typiquement avec RTE aujourd'hui avec qui on travaille sur directement un module avec un mot de passe, un login, un mot de passe à l'entrée, soit par utilisateur, soit au global pour déjà filtrer et que les personnes de l'extérieur ne puissent pas rentrer, soit alors on va vraiment sur des serveurs encodés, etc. Donc on peut vraiment, de manière assez simple, rendre ces outils confidentiels. Il faut jamais oublier, ça ramène à une autre question qui est importante. Comment ça se présente des contenus 360? Plusieurs cas de figure, soit c'est juste un lien, on clique dessus, ça s'ouvre, soit ça peut être un iframe, donc ces fameux blocs déjà ouverts dans un site internet, hein, on l'a déjà vu avec YouTube, où vous rentrez sur un site et la vidéo est déjà intégrée sur la page du site internet, c'est la même chose sur du contenu 360, ou alors sur un bouton, et effectivement quand on clique, nouvel onglet, ou alors directement dans l'onglet en place. Donc ce sont des solutions qui, de manière générale, sont nomades, on l'a dit.
s'inscrivent très facilement sur du site internet, du mailing, etc., peuvent être confidentiels si besoin, sont très malléables. Et c'est le vrai avantage puisque, étant donné que tout est fait sur mesure, on a la capacité de répondre complètement aux besoins et aux diverses problématiques que peut avoir un compte complètement différent. Quid de la data? Alors, très important, parce qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure, je vais le répéter. Dans les 360, pour ne pas que ce soit gadget, il faut rajouter du contenu. Il faut rajouter des call to action, donc des boutons qui ramènent vers des éléments qui vont nous amener à envoyer un mail, cliquer, récupérer de l'information, avoir un PDF, etc. Ces éléments-là, comme je le disais, doivent être modifiables, évolutifs dans le temps, puisque les normes vont changer, votre discours va changer, vos contenus peuvent évoluer. Pour ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place un back-office à nos clients. Ce back-office permet à nos clients de modifier ces contenus-là en temps réel autant de fois qu'ils le souhaitent. Ça, c'est pratique puisque ça veut dire que j'ai pas d'obsolescence de mon produit puisque je peux le mettre à jour quand je le souhaite. Premier point. Par rapport à ça, tout ce qui va se passer sur le 360 va être traqué par un analytics qui, lui, va me permettre de me dire j'ai tel taux de rebond, les gens ont passé tant de temps ici, ils ont cliqué sur tel contenu, il y a eu telle conversion, etc. On parlait de KPIs, c'est comme ça qu'on va aussi mesurer si l'opération qu'on a faite est rentable ou pas, sur de l'information ou sur des euros. Cette data-là, on a besoin de l'analyser. On le disait en préambule, plus de 1600 références clients et projets aujourd'hui, et ça c'est important puisque on ne gère pas du tout la data sur des médias immersifs comme on les gérerait sur du média classique type site internet ou même vidéo, puisque la data n'est pas consommée du tout de la même manière. C'est pour cela que, pour nos clients, on a un vrai accompagnement sur voici la data, voilà ce qu'elle veut dire, voilà le secteur moyen où normalement on est censé se situer, voilà les points clés de succès et quels sont les quick wins sur lesquels vous avez une interaction pour que votre solution fonctionne le mieux possible. Et point clé, bien entendu, la data respecte les RGPD et toutes les normes en vigueur. C'était important de le dire, mais c'est classique, mais en tout cas c'est important de le répéter. Y a-t-il une période plus spécifique pour le mettre en place? Alors, il n'y a pas vraiment de période spécifique. On voit qu'il y a divers cas de mise en place, soit en amont d'un salon, soit par rapport à un besoin vraiment spécifique et clé à un instant T, mais il n'y a pas de période spécifique. Et pareil, par rapport à cette période, c'est vrai qu'on nous demande souvent est-ce qu'il y a des contraintes techniques dans la captation pour la réalisation des contenus immersifs dans mon usine? Alors, il y a effectivement pas vraiment de contraintes techniques, puisqu'aujourd'hui, avec les appareils réflexes en vigueur et une capacité de post-production retouche image assez accrue, on a cette capacité relativement de répondre à tous les besoins. Donc il n'y a pas de problématique technique spécifique, il n'y a pas de moment clé pour mettre ça en place, si ce n'est qu'aujourd'hui, si vous réfléchissez à mettre en place une solution de digitalisation de votre usine, vous êtes déjà en retard puisque cette digitalisation globale sur le milieu industriel a déjà commencé il y a au moins 2 ans. Moi, j'ai couvert, je vais dire, relativement le sujet. On va vous laisser le replay sur Facebook. L'objectif, c'est que vous puissiez voir ce replay après. Pour ceux qui le souhaitent, encore une fois, réagissez en commentaire en dessous. Nous répondrons, bien entendu. La présentation est disponible. Il suffit de nous envoyer votre email, soit sur l'email marketing@groupe-du6vip360.com ou en commentaire, et on vous renverra directement tout le PDF avec ces différentes informations-là. Et ceux qui souhaiteraient aller plus loin et avoir des exemples, des cas concrets et vraiment des chiffres clés d'opérations qui ont fonctionné, et je pense d'ailleurs que ce sera le prochain cas de notre webinaire, on prendra 3 use cases qui ont fonctionné dans l'industrie pour vraiment vous donner des éléments clés sur des use cases, des chiffres, et que vous puissiez vous projeter en vous montrant une vraie démonstration autour de ces éléments-là. Mais en tout cas, ceux qui souhaitent avoir une démonstration en amont, n'hésitez pas à laisser votre email et on vous contactera pour justement organiser une petite démonstration. Comme l'a bien dit Kevin, n'hésitez pas même en replay à laisser vos questions en commentaire, parce qu'on regardera toujours. Et même si c'est du replay, il n'y a pas de souci. Même si c'est du replay, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc on vous donne rendez-vous donc au mois de février pour un nouveau webinaire là-dessus. On vous tiendra au courant très rapidement. Bonne soirée à tous et merci de nous avoir suivis. Merci, à bientôt.